C'est-à-dire aujourd'hui avec un prêtre. Il s'appelle François Lefort. Il vient d'écrire un livre aux éditions Chemin de Traverse qui s'appelle Justice, point d'exclamation, pour l'honneur d'un prêtre. Il a été accusé à tort, je pense, et j'en ai peut-être même une intime conviction, d'actes on peut dire, de pédophilie sur des enfants dont il s'occupait dans dans l'humanitaire. Alors, il est avec nous, on va tout de suite l'accueillir. François Lefort, bonjour. Bonjour. Bonjour, le 24 février 1946, vous naissez à Boulogne-Billancourt. Oui. Ça arrive à tout le monde. Après, en 61, vous êtes tout jeune, vous êtes au moment des manifestations des Algériens réprimés par le préfet Papon. Il y a eu au moins 200 morts. C'est le début de votre action auprès des jeunes des bidonvilles de Nanterre. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Je suis devenu militant à partir du moment où j'ai vu que il y avait des massacres et où on mentait. Et donc j'allais dans les bidonvilles de Nanterre. J'avais 15 ans, mais ça m'a valu d'être condamné à mort par l'OAS à ce moment-là. Le simple fait d'avoir des amis maghrébins était déjà mal vu, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux pas supporter l'injustice qu'il peut y avoir et donc ma vie militante a commencé à ce moment-là, oui, certainement. En février 62, la manifestation de Charonne a fait 9 morts. À l'Ascension 1962, fondation du Secours catholique jeune avec le Monseigneur Rodin, vous faisiez partie de l'histoire. C'est-à-dire que Monseigneur Rodin a repéré que j'allais dans les bidonvilles parce qu'on avait été arrêtés. Et c'est lui-même qui a pris l'initiative de dire, écoutez, vous avez certainement besoin d'un peu de sous pour des actions auprès des immigrés, puisqu'ils n'avaient pas le droit de faire des associations. Les immigrés n'avaient pas le droit de faire d'associations. Donc nous faisions des associations pour eux. Et ça nous permettait de faire des colonies de vacances, du football, enfin de soutien scolaire avec plusieurs amis de la fac. Et le Secours catholique a pris l'initiative de nous donner les moyens de pouvoir agir comme ça. Moi, je me suis jamais engagé à fond dans une association. J'ai toujours accepté que des associations aident les actions qui sont bonnes. Je pense on n'est pas concurrent lorsqu'on a envie d'aider quelqu'un. Eh bien, à ce moment-là, il y a toujours des gens qui sont prêts à le faire, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors, en 1963, vous avez été membre fondateur, là, quand même, vous êtes engagé de la FASTI. C'est-à-dire qu'on s'occupait d'immigrés. FASTI, et c'est la fondation, la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés. Et si vous voulez, on était chacun dans notre coin et on a eu l'idée de se dire, on va peut-être se rassembler. Mais on n'était que 5 associations au départ. De se rassembler de façon à pouvoir avoir plus de force. Ça a toujours été partout, par exemple, quand je m'occupais d'enfants des rues aussi, ça a toujours été, je crois que lorsqu'on se rassemble, on est plus fort que lorsqu'on est tout seul, quoi. C'est même certain. Et malheureusement, souvent on est concurrents et on se dispute au lieu de chercher à travailler ensemble. Il y a des gens qui construisent et il y a des gens qui détruisent. Moi, je suis plutôt de la race de ceux qui essayent de fédérer. D'accord. En 66, vous effectuez votre premier voyage en Palestine. Pourquoi en 66? Qu'est-ce qui se passait en Palestine? C'était avant la guerre des 6 jours. Et donc, je suis parti à ce moment-là pour essayer de comprendre ce dossier. Enfin, et encore maintenant, ça ferait des émissions ou des nuits entières, on pourrait parler de ces questions israélo-palestiniennes. Et là aussi, au lieu d'avoir des idéologues, je trouve que ce qu'il faut partir, c'est des faits de comment ça se passe. Et donc, je veux voir, moi. Je ne crois pas forcément les gens qui me parlent d'un problème, je veux voir par moi-même. Alors, en septembre de 65 à 68, vous faites des études de sciences économiques à Paris, puis à Nanterre. Donc, en plein moment de la Révolution de 68, vous êtes très proche de Cohn-Bendit. Enfin, on se connaissait, tout le monde connaissait Dany à Nanterre, mais c'est sûr que c'était une période où j'ai appris à parler en public. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait Sciences Éco, il m'en reste absolument rien. Et comme quoi, il faut faire attention avant de faire des études, parce qu'il m'en reste rien. Je voulais être médecin, mais mon père disait, t'es trop bête. Alors bon, j'ai fait Sciences Éco, et ça c'était
Alors ça me permettait d'aller beaucoup dans les bidonvilles et d'apprendre à parler publiquement en faisant de la politique aussi à ce moment-là, quoi. C'est une bonne école, oui. En septembre 68, vous entrez au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. En septembre 70 jusqu'en juin 73, vous êtes coopérant enseignant à Alger. C'est-à-dire coopérant enseignant, vous donniez des cours de français, c'est ça? Non, j'étais directeur d'une école de rattrapage qui était fondée par le FLN et qui prenait les enfants qui étaient renvoyés de toutes les écoles d'Alger. Donc c'était ça notre critère. Je suis rentré au séminaire quand même, je voulais préciser, c'est-à-dire moi je voyais des prêtres de gros calibre dans les bidonvilles. Je connaissais l'abbé Pierre, je connaissais le père Joseph Rezinski qui a fondé Aide à toute détresse, monseigneur Rodin qui a fondé le Secours catholique, c'est-à-dire des types qui sont vraiment je crois que j'ai eu envie d'être prêtre avant d'avoir la foi, finalement un petit peu, parce que je suis d'une famille qui n'avait pas tellement la foi. Mais donc c'est ça qui m'a donné envie de me donner à fond dans quelque chose. C'est un peu ce que ça donne comme idée de se faire prêtre. Et c'est pour ça que je suis parti en Algérie. Comme j'ai trouvé la foi en milieu musulman, eh bien ça me paraissait logique d'aller en Algérie et de demander après à être prêtre du diocèse d'Alger, parce que je voulais être en milieu musulman. Je suis le plus musulman des catholiques. Ce sont les musulmans qui m'ont appris à reconnaître ce Dieu vraiment transcendant qu'on trouve dans le désert. Les années que j'ai passées dans le désert, j'ai découvert ce Dieu transcendant. Donc je suis un prêtre complètement atypique parce que finalement c'est à cause des musulmans que je suis devenu prêtre et croyant. Et vous étudiez donc de 72 à 73 l'arabe dialectal algérien au centre diocésain des Glycines à Alger sous la direction de Pierre Claverie. Pierre Claverie, c'est l'évêque d'Oran qui a été assassiné, qui était un type extraordinaire, d'une grande culture et d'une grande tolérance. Enfin, l'Algérie est un pays où si les évêques étaient élus, ça serait ceux qui sont en place qui seraient là. Donc vraiment, ça a été des années extraordinaires avec Pierre Claverie. Il faut pas oublier, il n'y a pas eu que les moines de Tibérène. On a eu 21 martyrs en Algérie, dont Pierre. En 73, vous avez donc votre diplôme d'arabe dialectal de la Sorbonne. En 75-76, vous faites votre dernière année de séminaire au centre des Glycines à Alger avec Pierre Claverie. Et vous êtes ordonné, ordination sacerdotale à Alger par le cardinal Duval le 29 juin 1976. À 30 ans, encore. À 30 ans. Et là, vous entreprenez des études de médecine. Voilà. J'avais toujours eu envie de faire médecine et finalement être prêtre au milieu étudiant. Donc j'ai fait la médecine à partir de 30 ans. Et ça, c'est mon métier, parce que prêtre, c'est pas un métier. Tandis que médecin, c'est mon métier et j'aime mon métier de médecin. Si c'est pas un métier, prêtre, c'est quoi? Non, c'est une fonction, si vous voulez. C'est pas comme une mère de famille, par exactement, exemple. Mais c'est curé, c'est un métier, curé de paroisse. Vous voyez, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Mais mon métier, c'est médecin, et je pense que c'est pas mal qu'il y ait de temps en temps des prêtres qui soient médecins, parce que c'est quelque chose de concret. On n'est pas dans les idées, on n'est pas dans la philosophie, on n'est pas dans la théologie, on est dans le concret. Et puis aussi, médecin, ça pardonne pas. Si on rate, ça se voit tout de suite. Tandis que dans beaucoup d'autres professions, eh bien, par exemple, les juges, eh bien, quand ils ratent quelque chose, ça ne se voit pas. Donc, on est obligé de réussir, quoi. C'est ma passion. Alors, en 1982, assassinat du jeune Abdelbi Guémia en votre présence dans une cité de transit de Nanterre. Voilà. Un tabassage, on peut dire. Non, il a été flingué. Il a été flingué. Et on était en train de parler ensemble et c'est un tireur fou qui a tiré. Et cette année, ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'on s'est retrouvés 30 ans après. On s'est retrouvés sur les lieux mêmes où il a été tué. Maintenant, donc, ceux que j'ai connus qui avaient 18, 20 ans, maintenant en ont 50. Mais la plupart ont extrêmement bien réussi. Et autour de ce souvenir de ce jeune, qui était un jeune extraordinaire, et ça a été le point de départ d'un mouvement de militants dans les banlieues, qui a abouti à des choses comme la marche des beurs, enfin une prise de conscience des banlieues. Il a été assassiné comme ça par un tireur fou, qui tirait d'ailleurs sur des plus petits, et les plus petits sont cachés, et moi il m'a raté, il a flingué Abdenbi. En novembre 82 jusqu'en décembre 84, vous êtes nominé en qualité de chargé de mission au cabinet ministériel de François Autain, puis de Georgina Dufoy.
Voilà, pour détruire les bidonvilles. C'est-à-dire que, et les cités de transit, quand Abdenbi a été tué, je suis allé voir le ministre en disant, voilà, il faut faire quelque chose pour ces cités de transit, ces ghettos, et moi j'ai tous les culots, c'est ça un peu la bourgeoisie. Donc il m'a dit, revenez la semaine prochaine, vous aurez, on va vous dire comment on fait. Puis au bout d'une semaine, il m'a dit, il y a personne, est-ce que vous voulez rentrer dans mon cabinet pour détruire les bidonvilles et les cités de transit? Et donc je suis prêtre, je suis allé voir le cardinal Duval, je lui ai dit voilà, on me propose de rentrer dans un cabinet ministériel de gauche, la gauche venait d'arriver, et le cardinal Duval m'a dit oh oui, mais il y a un nouveau pape, il s'appelle Jean-Paul II, il aime pas beaucoup que les prêtres fassent de la politique. Et puis au moment de partir, il m'a dit écoute, vas-y, je me débrouille avec le pape. Et c'est comme ça que j'étais responsable de cette mission qui devait détruire les bidonvilles et les cités de transit, et on a pratiquement réussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a cassé les ghettos, et dès que je suis parti, et on a recommencé à faire des ghettos. La catastrophe, c'est les ghettos, parce qu'il suffit qu'il y ait 100 familles, s'il y en a une qui crée un problème, ça retombe sur tout le monde. Donc il faut absolument casser les ghettos. Et la tentation, c'est au contraire de dire, allez, tous les gens à problème, on les met dans un tiroir. On les entasse. Alors après, vous vous retrouvez délégué entre 83 et 84, délégué de son ministère pour la lutte contre la toxicomanie. Je me suis occupé de droguer à ce moment-là, de la drogue, et j'en ai soigné 300, j'en ai guéri 0. Là, j'ai arrêté. C'est un problème global et extrêmement compliqué. Et là aussi, il faut partir des faits et non pas des discours. C'est pas en faisant des cures ou des post-cures ou des post-cures qu'on arrive à soigner les gens et les faire traîner, ou en disant quelqu'un qui quitte l'héroïne pour tomber dans l'alcoolisme est considéré comme guéri. Donc il faut partir des faits et à partir de ça, voir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour éviter la toxicomanie. Et c'est pas ça actuellement, on fait semblant, il y a des discours tout faits, mais on parle pas de la réalité des choses. Donc vous étiez pas content et vous êtes parti d'octobre 84 à février 85. Vous avez fait le tour du monde en routard, en voiture, en vélo, à pied. C'est-à-dire que j'étais devenu copain de Gilbert Trigano, le président du Club Méditerranée, et donc je payais pas déjà dans les clubs méditerranéens, ce qui à ce moment-là me permettait d'avoir un certain nombre d'étapes, mais le reste du temps, j'allais dans des hôtels à 1 euro, ou des choses. J'ai eu envie de me donner du temps pour réfléchir, pour voir, pour connaître le monde. Et là, on arrive à ce qui commence à gêner un peu. En décembre 84, vous faites la découverte fortuite du réseau pédophile Spartacus à Java. C'est-à-dire que l'éducation surveillée, le CNRS m'avait demandé de faire une étude sur la question de la prostitution des enfants à Paris. Et donc j'ai été rencontrer les personnes qui pouvaient connaître la question. Il s'agissait de faire une étude. Et j'ai rencontré un pasteur qui s'appelait le pasteur Doucet, qui a été assassiné après avoir été arrêté par la police. Il a disparu. Est-ce qu'il avait mis le doigt dans quelque chose qu'il fallait pas ? Je pense qu'il y a des gens qui savent comment il a été assassiné, mais lui m'a dit, voilà, le réseau Spartacus que j'avais découvert pendant mon tour du monde, eh bien, sa base est à Amsterdam, et donc j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a dit, je suis le responsable du réseau, Stanford, et donc le lendemain, je suis allé à Antenne 2 et j'ai raconté tout ce que j'ai vu. Vous êtes fait passer pour un pédophile à l'époque Non, j'avais pas prévu la question. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un de très riche qui était pédophile. D'accord. Ok. Et alors Stanford m'a dit, j'ai une position dominante sur le marché. Donc c'est abominable. On était vraiment dans l'abominable absolu. C'est déjà abominable de nous dire que dans les années 84, il y avait une prostitution infantile reconnue à Paris quand même. Et on disait que c'est pas vrai. Et maintenant, la brigade des mineurs que j'avais été voir m'a dit non, ça n'existe pas. On disait les réseaux n'existent pas. Les enlèvements d'enfants, c'était avant l'affaire Dutroux, n'existent pas. Et moi, j'avais réussi à prouver que le réseau Spartacus était un réseau comme ça, et qui avait pignon sur rue à l'époque, il dit, nous avons 1000 correspondants dans le monde. Alors qu'est-ce que je fais ? Je peux me taire. Alors on a dit tu t'es mêlé de choses qui te regardent pas, c'est pas le boulot d'un prêtre de faire ça. Mais quand on voit quelque chose d'aussi abominable, eh bien on lutte contre ça. Et donc j'ai fait des conférences de presse, j'ai lutté contre ça. Et d'ailleurs Stanford a été arrêté et
On a fait 3 conférences de presse dans la journée, une à Paris, une à Bruxelles, une à Genève, pour raconter tous les méfaits de cet homme-là, avec le fondateur de Terre des Hommes, qui s'appelait Kaiser à l'époque, et qui était aussi quelqu'un qui luttait contre ces questions-là. Là encore, nous qui nous occupions de jeunes, on constatait que ça existait, et on disait, oh bah oui, mais c'est des Africains ou c'est des Maghrébins, donc ça n'a pas d'importance. Et je suis content que maintenant on dit plus ça. Il y avait aussi peut-être à Paris, non? Il y en avait peut-être. Il y en avait à Paris. Je pense qu'on avait à peu près 200 à Paris. Il y avait des lieux. C'est-à-dire leur système, c'était des abcès de fixation. Il y avait des lieux où même Gide déjà allait à la gare de Saint-Lazare, etc. Et la brigade des mineurs disait, comme ça on contrôle, on connaît les pédophiles. Voilà. Et puis si un jour il y a un enfant qui est assassiné, on sait. Donc il laisse faire en toute impunité. Voilà, c'était les abcès de fixation. Ça n'existe plus, ça au moins. Mais mes conflits ont quand même. Maintenant. Maintenant les gens font du tourisme sexuel. Alors malheureusement ça n'existe plus en France, mais ça existe effectivement dans d'autres pays où actuellement j'irais peut-être pas me promener, quoi. C'est peut-être pas le moment. Alors, en novembre 85, fondation de l'Association contre la prostitution des enfants, la CPE par Monique Lousteau. C'est extraordinaire. Ils ont réussi à tellement embêter le monde qu'on a fini par faire les chefs d'État se sont réunis à Stockholm pour parler de la question, et donc ce problème est devenu public, et en particulier dans l'Est asiatique, il y a eu la fondation de l'ECPAT, End Child Prostitution in Asian Tourists, c'est-à-dire la fin de la prostitution des enfants dans le tourisme asiatique, et maintenant, par exemple, aux Philippines, c'est un cas de peine de mort. La pédophilie. C'est-à-dire que on a réussi à retourner complètement un certain nombre de pays dans lesquels la sévérité et ils ont réussi à empêcher pour certains pays. Moi, je suis pas trop pour la peine de mort. Imaginez-vous que vous ayez condamné à la peine de mort dans votre procès. On sait jamais qui on condamne finalement. Non, je suis pas. Non, mais je vous approuve tout à fait. Alors, 2 décembre 85, arrivé en Mauritanie, c'est là vous décidez de partir. Pourquoi vous partez en Mauritanie? Je cherchais un travail où je puisse faire comme médecin, et en Algérie j'ai pas pu rentrer parce que même si j'avais aidé pour l'indépendance de l'Algérie, mais parce que j'ai pas retrouvé mon poste de médecin parce que j'avais écrit un livre sur le retour des immigrés en Algérie montrant que ça se passait mal. Et ça leur a pas plu. Et ça leur a pas plu. Puis après, ils ont découvert que quand même j'avais aidé, donc ils ont dit on vous rend votre poste. Et moi, j'aurais dit non. C'est moi, comme d'habitude, je suis parti en claquant la porte. Je me suis fait détester de beaucoup de personnes à cause de ça. Oui, parce que vous avez écrit énormément de livres. On va peut-être le dire avant de faire la pause musicale. Ils sont où tous vos livres? Ils sont à la fin, je sais plus où, mais vous avez écrit énormément de livres. C'est-à-dire, ce sont des témoignages. À chaque fois que quand j'ai cessé de m'occuper des bidonvilles, j'ai écrit un livre sur les bidonvilles avec Sébastien Salgado. Lui, il fait les photos, moi j'ai fait les livres. Ça s'appelle l'enfant des. Non, je l'ai réédité, qui s'appelle l'enfant des bidonvilles maintenant, et ça s'appelait du bidonville à expulsion à l'époque. En 80, après il y avait Émigré dans mon pays. Sur l'immigration, le retour des émigrés en Algérie. Chez l'Harmattan en 84 avec Monique Néry. La vie passionnément d'Esclé de Brouvert en 1985. Alors là, je raconte un peu mon histoire et la vocation, ce que je vous ai un peu dit depuis tout à l'heure, quoi. Ensuite, la Mauritanie, la vie réconciliée. Ça, c'est sur les enfants des rues, les enfants des rues en Mauritanie. Le désert de l'homme fou chez Plon en 94. Ça, c'est sur le désert, oui, parce que je suis un passionné du désert. Si on parle du désert, on y passe la nuit, je vous préviens. On y passera une nuit en mars. Peut-être pas dans le désert, mais vous serez ici en mars pour une nuit. La descente des Champs-Élysées. Alors ça, c'est au retour du Rwanda. J'arrivais pas à écrire ce que j'ai vu au Rwanda tellement c'était abominable. Et il y a encore des choses que je ne peux pas dire. Et j'ai essayé d'imaginer, j'ai fait un roman et j'ai essayé d'imaginer que ça se passait en France. Parce que je suis persuadé qu'en France, il y a des gens capables de faire ce qu'il y a eu au Rwanda. À partir du moment où des structures disparaissent, eh bien, lorsque l'homme se libère, eh bien, ça peut devenir absolument infernal comme au Rwanda. Et il m'avait été refusé par Gallimard parce qu'on disait, vous dites qu'il va y avoir une crise économique majeure, ça paraît impossible. Et donc, ça mais quand on pense qu'il y a des personnes qui sont tout à fait
pour la peine de mort et qui serait tout à fait pour se faire très beau, pour aller voir exécuter en public les condamnés en France. Moi, j'ai assisté à une exécution en 1980 et c'est abominable. C'était pendant le tremblement de terre d'El Asnam. Il y a eu un homme qui avait volé et donc au moment du tremblement de terre et il avait même volé quelqu'un qui était coincé et donc il a été exécuté devant moi et je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Je suis violemment contre la peine de mort à cause de ça, mais il y a des peines de mort déguisées parce que actuellement aux États-Unis, il y a des États où il n'y a pas de peine de mort, mais où quelqu'un a tué un surveillant de prison et donc il ne sort pas, ils sont deux, ils ne sortent pas de leur cellule nuit et jour, ils restent dans une cellule qui n'a pas de fenêtre et qui n'a que de la lumière électrique depuis 25 ans. Donc ça, c'est une autre forme de peine de mort. Il y a un enfermement qui n'aboutit pas vers une sortie, eh bien c'est aussi une autre forme de peine de mort. Vous dites dans votre livre d'ailleurs qu'il y a plusieurs façons de tuer les gens, on peut les tuer aussi de manière sociale. Il y avait aussi On ne piétine pas les étoiles, chronique d'une mission humanitaire. Ça c'est le Rwanda. Chez Fayard, Une sandale dans le désert en 2004 et Seigneur ça suffit en 2010. Seigneur ça suffit. C'est en prison, j'ai écrit un livre. Parce que quand vous êtes arrêté et que vous êtes innocent, c'est abominable. Et donc, on se tourne vers Dieu et on dit, écoute, ça suffit, c'est pas possible. Et j'ai découvert que c'est pas Dieu qui est responsable, mais que Dieu souffre avec les gens qui souffrent. Et c'est pas lui qui fait souffrir les gens. Parce que si c'est Dieu qui fait souffrir les gens, alors là, moi, je change de boulot. Je veux pas être prêtre. Je veux pas travailler pour un Dieu qui ferait souffrir les gens. Donc, et je pense que ça peut être utile à des gens qui souffrent de savoir que Dieu est avec eux et non pas contre eux. Un Dieu sadique, je n'y crois pas du tout, c'est pas possible. Mais du coup, Dieu n'est pas tout puissant. L'amour est tout puissant, par amour on peut tout faire, mais il y a un conflit entre le bien et le mal, et moi je crois que... Enfin, je vais pas vous faire de la théologie. Non, mais je sais plus quel artiste, je crois que c'est un peintre qui disait que Dieu est mort, mais que Satan, lui, ne l'est pas. Ah oui, ça, alors là, c'est complètement évident. Et je pense que si on lit votre livre, on le comprend aisément. On va faire une pause musicale et on reprendra après en 86. Merci. À tout de suite. Si le monde est chaque jour un peu plus moche, c'est à cause de tous ces hommes importants. Il vaut mieux n'avoir pas un sou en poche, et de la terre être un simple habitant. Le monde appartient à ceux qui naissent, et pas seulement à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui connaissent la valeur d'un sourire ou d'un verre d'eau. Ne sois jamais un homme important, mon fils, sois toujours quelqu'un de précieux, et que les dieux te bénissent. On va pas terminer la chanson de Camille Cousteau parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec François Lefort, c'est une collection biographie, expérience de vie aux éditions Chemin de Traverse. Ça s'appelle Justice pour l'honneur d'un prêtre. On en était donc en mars 86. Vous faites votre première rencontre avec les enfants des rues de Nouakchott. Nouakchott, c'est comme ça qu'on dit. C'est en Mauritanie. La capitale de la Mauritanie. Elle n'existe pas en 1959. Elle fait à peu près 1 million d'habitants maintenant. Donc vous êtes médecin-chef de Foungleta. J'étais le seul médecin, donc c'est normal que je sois médecin-chef. Le seul médecin, c'est il y avait 6 000 personnes. 70 000 personnes. Comment on fait pour être seul médecin de 70 000 personnes ? On n'y arrive pas. Alors on va voir les gens en disant c'est pas possible. Et je leur ai dit comment on fait. Et j'ai formé des analphabètes et je leur ai appris à soigner les 10 maladies les plus importantes. Comme le choléra. C'est pas la peine de savoir lire pour soigner un choléra ou un trachome ou des choses comme ça. Et la mortalité infantile est passée de 140 pour 1000 à 40 pour 1000. Donc, c'est-à-dire en vaccinant, 40% mouraient de la rougeole. Donc en vaccinant, on sauvait déjà des vies.
Et au lieu de soigner les individus, moi j'essayais qu'il y ait le moins de morts possible et le moins de maladies invalidantes possible. Donc c'était passionnant. Et puis j'ai découvert que dans le tiers-monde, il y a d'autres personnes qui font la même méthode. Et donc maintenant, on se connaît et d'essayer de faire cette médecine aux pieds nus, quoi. Oui. Et qui est, je crois, la seule solution pour que, par exemple, s'il y avait eu des médecins à l'époque du sida, du début du sida, on aurait vu le début, il n'y aurait pas eu toute cette pandémie. Donc c'est même notre intérêt qu'il y ait une médecine partout. Mais une médecine locale aussi. C'est-à-dire partout, qu'on n'ait pas besoin d'aller prendre la place des locaux pour leur vendre. Par exemple, mes médecins aux pieds nus ont découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils m'ont prévenu, et on a découvert une maladie nouvelle qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift, et qui est une maladie mortelle à 50%, une espèce de fièvre jaune qui résiste au vaccin. L'Institut Pasteur est venu et on a pu arrêter cette maladie. S'il n'y avait pas eu ce médecin aux pieds nus dans ce village, eh bien, la maladie s'étendait et puis ils auraient pris le métro, puis il y aurait eu 50 millions de morts. Donc c'est notre intérêt qu'il y ait des médecins partout. C'est notre intérêt que les clandestins soient soignés partout. On veut pas soigner les clandestins en France, mais c'est abominable. C'est comme ça que les maladies vont se développer. Donc il faut absolument que la médecine puisse aller partout, au fin fond des cours, partout. Donc vous êtes lauréat du 7e prix international des droits de l'homme pour votre action auprès des enfants de rue en 88. J'avais oublié. En 89 et les jours suivants, 24 avril 89, des massacres en Mauritanie. Oui. Vous êtes toujours sur place. Je m'en souviens. Oui. Création du foyer pour enfants des rues à Saint-Louis du Sénégal en 89. Le 1er décembre 89 au 1er décembre 93, vous devenez directeur de Caritas Mauritanie. Et de beaucoup d'autres actions, par exemple même Médecins du Monde, Médecins sans frontières, CCED, Folro, c'est-à-dire que j'étais le correspondant de toutes les ONG françaises, et ça a été passionnant parce que je crois qu'on faisait un travail vraiment qui était efficace et qui coûtait pas cher. En matière humanitaire, c'est pas ce qui coûte cher et c'est pas ce qui est très médiatique qui est efficace. C'est justement de faire travailler les gens, s'appuyer sur tout un réseau de personnes sur un pays et d'expliquer aux gens. Par exemple, la lèpre, on a réussi à ce que la lèpre disparaisse de la Mauritanie. Ça fait plaisir quelque part de se dire, voilà, il y a des résultats effectifs qui sont visibles. En 90, vous fondez l'association Aimer, qui veut dire association... Aide et information au monde des enfants des rues. Je voulais faire une association d'information pour les enfants des rues, et c'est un enfant de la rue qui m'a dit AIER, il manque un M, donc et c'est lui c'est pour ça que l'association s'appelle Aimer. C'est une association, je voudrais m'arrêter un peu là-dessus, qui est extraordinaire parce que elle a 0 de frais de fonctionnement. Ce sont des gens qui en ont assez de donner de l'argent à, je dirais pas, mais des grands organismes de l'ONU, par exemple, qui ont 90% de frais de fonctionnement, et puis il y a très très peu de choses qui arrivent aux enfants. Eux, ils ont décidé de payer les frais de fonctionnement eux-mêmes. Les membres de l'association, c'est eux qui payent le téléphone, le loyer. Donc du coup, ils font attention. Ce qui fait qu'ils peuvent garantir que 100% des dons arrivent. Alors évidemment, il n'y a pas de publicité à la télé, il n'y a pas de papier glacé, il n'y a pas de, on vous donne pas un timbre pour la réponse, on vous téléphone pas pour dire vous n'avez pas payé cette fois-ci. Mais petit à petit, ça fait du bruit, ça commence à être connu, et les gens commencent à abandonner les associations qui font trop de frais généraux pour aller vers cette association Aimer. J'en fais toujours de la publicité parce que je trouve que c'est une très très bonne idée qu'il y ait rien, 0 frais de fonctionnement, 100% des dons arrivent. Ça c'est... Puis ces associations, on pourra se poser la question après de savoir comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé en prison. Alors en 91, parce que je pense que vous dérangez beaucoup. Je dérange beaucoup partout. Il y a beaucoup d'argent qui vont là où ça doit aller et pas dans la poche de ceux qui sont là pour la prendre et pas la donner. Alors en 91, vous partez en mission en Amérique latine pour les enfants des rues. Oui. Comment ça se fait que vous partiez de l'Afrique en Amérique latine? Non, c'est-à-dire que c'est pareil, on avait fait un réseau qui s'appelait le réseau d'échange pour les projets enfants des rues, le repère, et donc je suis allé aussi bien en Lituanie qu'à Marseille, qu'en Amérique latine, en Asie, pour que on échange nos façons de faire, parce qu'il y a plusieurs façons de faire pour les enfants des rues. Ben Bella les a tous pris à Alger et les a tous mis dans une espèce de prison. Il y a eu 100% de délinquants chez ceux qui étaient vivants 20 ans après. C'est pas bon système. Alors après, à Dakar, ils ont essayé d'aider les enfants dans la rue.
seulement la moitié meurt en 4 ans. C'est-à-dire un enfant qui arrive à 8 ans dans la rue n'a qu'une chance sur 2 de vivre jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est pas la solution. Et la solution, ce sont les enfants des rues de Nouakchott qui l'ont inventé ou dans d'autres endroits, c'est de se mettre en petits groupes de 10 avec une grosse dame. C'est très important qu'elle soit grosse. Et puis, pourquoi? Parce que ça fait on a riche. confiance, voilà. Et puis, un homme qui sert un peu de grand frère, vous voyez, et en fait, il reconstitue la famille dans une maison de bidonville, un tout petit, ça avec coûte pas une cher du maman tout. Ça coûte pas cher du tout, ça coûte rien du tout. Ils vont à l'école comme tout le monde, et maintenant, on voit les résultats 20, 30 ans après. Eh bien, la plupart ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui étaient trop drogués et qui n'ont pas pu se délivrer de la suétude de la drogue. Mais sinon, alors, ce système-là, c'est très curieux parce que Dominique Lemel l'a inventé aux Philippines. Là, je viens d'arriver, j'ai été voir ses actions, en particulier à Bacolod, dans l'île de Negros. Il y a Isabelle Beaufumé qui fait à Cusco, qui s'occupe et donc ce système maintenant est mondial et l'association Aimée aide un peu tout le monde aussi et ça sauve des milliers et des milliers d'enfants pour pas cher du tout. Et ça coûte pas cher, mais ça rapporte pas cher. Mais seulement les ministres ont horreur de ça parce qu'on peut pas inaugurer. Eux, ils veulent un truc qu'on inaugure, un truc un peu joli, tandis qu'on va pas inaugurer une baraque de bidonville avec 10 enfants. Et puis oui, puis en plus il y aura pas de champagne. Enfin, voilà. Je veux dire... Donc il y a tout ça. Mais par contre, ça marche très bien et on sauve des quantités d'enfants comme ça. Donc voilà pourquoi je vais en Amérique latine. Je suis allé en particulier, je suis allé à Bogota, je suis allé à La Paz où là il y a une action dans l'altiplano. Il y a au Brésil aussi beaucoup. Alors, en février 92, vous vous retrouvez à faire un sauvetage des Touaregs de Fassala, Néré, grâce au journaliste Dominique Rizet. Alors ça, c'est l'endroit actuellement qui est... c'est un endroit dont on parle beaucoup. C'est juste à la frontière du Mali. Et c'est toutes ces zones actuellement où actuellement il y a des conflits et donc enfin moi ça on n'en parle pas non plus parce que si on se met à parler du Mali et des islamistes ça durerait des heures, mais là aussi il faut partir des faits et non pas de ce qu'on imagine. Ensuite, vous faites une mission au Burundi et au Rwanda auprès des enfants des rues pour la Fondation de France. Avant le génocide. Et vous y êtes pendant le génocide. Oui, et après, j'étais dans le choléra de Goma, et 2 ans après, lorsqu'il y a eu un massacre, où là, c'est les Tutsis qui ont tué 400 000 Hutus, et on n'en parle jamais. Et moi, je pense qu'aucun génocide ne justifie un nouveau génocide. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle, encore, je ne sais pas qui m'a créé des problèmes, parce que j'ai été partout un emmerdeur, quoi. C'est-à-dire que quand vous dites la vérité, et ça passe pas. Et donc, je raconte simplement ce que j'ai vu, et ça, c'est déjà très grave. Quand on raconte et quand on voit, même pour les enfants des rues au Brésil ou pour autre chose, par exemple, j'avais prouvé qu'on tuait les enfants pour les greffes d'organes. Il y a des gens qui essaient de faire croire que c'est pas vrai, mais je veux dire, c'est des choses que j'ai réussi à voir, en particulier à Salvador de Bahia, et bien, à partir du moment où il y a ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un retour de flamme. Je pensais me faire descendre. Ils ont essayé, mais ils vous ont pas eu. Je pensais me faire descendre, mais ils ont trouvé mieux parce que vous êtes encore là. Faire passer quelqu'un pour un illusionniste comme ils l'ont fait, ça casse l'avenir, mais ça casse le passé. C'est-à-dire tout ce que je pouvais affirmer dans mon passé passait pour quelque chose de faux. Donc c'est très fort de démolir aussi tout ce que j'ai pu dire dans mon passé. Et ça, j'espère qu'ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi à vous avoir, puisque finalement, vous savez très bien ce que vous avez fait. J'ai gardé ma liberté. Vous savez très bien qui vous êtes. Ah, moi, quand je me rase le matin et que je me regarde dans la glace, ça va, je ne suis pas gêné. Donc, ils vous ont pas eu. Alors, après les Touaregs, vous avez donc une mission au Burundi et au Rwanda, oui. Mission en Guinée auprès des enfants des rues, création pour la fondation Raoul Follereau du Fonds de solidarité pour les enfants des rues, dont François Lefort sera secrétaire général jusqu'au 30 juin 95. On passe en 93, première rencontre avec Moussa Sow, on dit oui, Sow à Saint-Louis, en compagnie de Grégoire Detoff. Et c'est ce fameux Moussa Sow qui va vous faire plein de misère. Enfin, disons qu'il va être la partie visible de l'attaque. Mais je ne sais pas. Je suis comme quelqu'un qu'on a frappé le soir et qui ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas quelle est l'origine, je ne sais pas comment cette accusation a pu venir. Elle n'est pas venue par hasard, mais je ne sais pas. Moussa Sow le sait. Je pense que quand on lit votre livre, on comprend un peu Moussa ce qui se passe. Sow était quelqu'un qui était soudeur métallique. Il est parti en Allemagne de l'Est. Il est revenu professeur
en philosophie marxiste. Je ne sais pas s'il a été approché par les autorités de l'Allemagne de l'Est et la Stasi à l'époque. Lui dit que non. Enfin, vous l'avez vexé quand même. Comment ? Vous l'avez vexé. Il avait ramené une petite copine française aux frais de l'association. Vous avez dit non, ça marche pas. J'ai dit que j'étais un emmerdeur. Vous lui avez dit qu'il n'avait pas son permis de conduire. Non, tu peux pas conduire tout ça devant sa femme blanche. Je veux dire que ça l'a blessé à mort. Il pouvait pas conduire sans permis de conduire et tout ça. Et c'est sûr que j'étais très strict. Pourquoi ? Parce que l'argent des donateurs, moi je dois justifier. Donc j'ai toujours refusé que l'argent des donateurs soit perdu ou soit mal utilisé. Donc ça, je pense que c'était mon devoir d'empêcher qu'il y ait des dépenses inconsidérées qui puissent arriver. Il n'y avait aucune raison que sa petite amie blanche soit reçue dans nos foyers aux frais de l'association sans payer, quoi. Il n'y avait aucune raison. Donc je l'ai mis dehors. Et ben ça l'a vexé. Non, mais je crois que ça l'a plus que vexé. Hein. Alors, en 94, création d'un fonds de 10 000 francs alloués par le ministère beaucoup plus. 10 millions. 10 millions de francs français, oui. C'est ça. Alloués par le ministère de la Coopération pour les enfants des rues, et vous êtes même promotion au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 14 juillet 94. Ça s'est passé à Goma. Il y avait le choléra, il y avait 17 000 morts par jour. Et au bout de 10 jours, on a vu arriver les officiels, dont Balladur et 5 ministres. Et donc le ministre de la Coopération est venu me voir en disant « Monsieur Balladur a décidé de te donner la Légion d'honneur ». Alors j'ai dit « Je m'en fous, je veux 10 millions de francs pour les enfants des rues ». Alors il a dit, ils ont discuté un peu avec Balladur, puis ils ont dit « On peut rien te refuser ici, tu as tes 10 millions de francs pour les enfants des rues ». Et après, j'ai rencontré dans la rue un ami que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Philippe Meyer, qui est un homme de radio, et qui, je lui dis, qu'est-ce que je fais ? On me propose la Légion d'honneur. Il me dit, c'est pas compliqué, Légion d'honneur, ça se demande pas, ça se refuse pas, mais ça s'arrose. Donc c'est comme ça que finalement j'ai eu cette Légion d'honneur qu'on m'a retirée. Qu'on vous a retirée après, oui. Alors, donc après mission humanitaire à Goma pendant le choléra, donc qui suit le génocide rwandais, premières audiences du procès Spartacus, Stanford ne se présente pas. Vous envoyez François Lefort envoie son témoignage. J'ai fait 3 conférences de presse, on en a parlé. Vous partez en mission au Guatemala. Après, vous partez en mission à Djibouti, en Éthiopie. Il y a la reprise du procès Spartacus. Le tribunal correctionnel de Turnhout se déclare incompétent dans l'affaire Stanford et le renvoie en cour d'assises. Je crois qu'il s'est suicidé, hein. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Il est mort de mort violente. On l'a peut-être aidé. Alors. Juste 10 jours après mon arrestation. Ah oui, une fois que vous avez été arrêté. Ouais. Ouais. Mais vous avez de la chance, vous, hein, quand même. Touche du bois, il est encore là. Fais attention en sortant. Faut pas toucher aux choses comme ça qui dérangent. Hein. Tiens, on va faire la deuxième pause musicale. J'ai la foi. On va faire la deuxième pause musicale et vous allez comprendre pourquoi il faut pas toucher ce qui dérange. Débordant de sa chaise, chenu, adipeux et obèse, il trempe de sueur son foulard. En regardant qui se déshabille, un gosse, un enfant de Manille, qui se vend pour quelques dollars. Et l'homme, ivre de sa puissance, se caresse avec indécence, en se disant « je suis vieux et laid ». Mais je peux, avec ma richesse, me payer la beauté, la jeunesse, et tant mieux si elle me hait. Maudite soit donc la misère qui permet à l'âge nucléaire au pourcent de s'offrir des dieux. Maudite soit donc la misère qui vend encore au même Tibère des mômes de 12 ans déjà vieux. Sandrine de Vienne, l'homme de Manille. Cet homme de Manille qui fait que finalement on est en train de discuter par qui le scandale arrive. Et vous avez dénoncé Stanford, vous avez quand même créé tout un tas de choses contre la prostitution enfantine.
Et puis ça vous retombe dessus, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes armes que vous avez utilisées. C'est-à-dire qu'avant, les Français qui faisaient des horreurs à l'étranger pouvaient revenir en France, ils n'étaient pas condamnés, puisqu'on n'est pas condamné en France si on a volé un vélo. Et donc, j'avais beaucoup insisté pour qu'ils soient condamnés. On m'a dit, c'est pas possible. Mais j'ai dit, attendez, la torture dans le monde entier peut être condamnée en France. Alors finalement, eh bien, il y a eu une loi que certains appellent la loi Lefort qui a permis que les pédophiles qui font des saloperies à l'étranger puissent être condamnés en France. Je crois que j'ai été la première personne mise en examen. Mais je suis quand même très content que cette loi existe, parce que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on fasse attention de ne pas juger et condamner des gens qui sont innocents, mais en même temps, aucun pédophile, il faut qu'il fasse attention n'importe où dans le monde. S'il revient en France et qu'on peut le prouver, eh bien à ce moment-là, il est condamné, et lourdement condamné, et ça c'est normal, à condition qu'on s'occupe de lui une fois qu'ils sont en prison, parce que souvent, ils passent 10 ans, 15 ans, 20 ans en prison, et ils ressortent, ils sont encore pires qu'avant, parce qu'il n'y a pas eu, c'est pratiquement impossible d'avoir un suivi psychiatrique ou psychologique. Oui, mais c'est tellement court une heure qu'on ne peut pas tout aborder. Il y a aussi la charte de Rufisque. Alors ça, c'est sur les enfants des rues, oui. C'est la charte que nous avons fait. En 10 points. Les 350 associations qui s'occupent d'enfants des rues à travers le monde, et c'est le même système que nous avons, et qui fonctionne bien. C'est-à-dire à peu près 82% des enfants s'en sortent. Ce qui est quand même... On peut pas en dire autant, je crois, des structures nationales qui s'occupent des enfants sans famille, quoi, je crois pas. Voilà, donc après ce procès Spartacus, cette mission à Djibouti, etc., vous allez en mission au Brésil auprès des enfants des rues, et puis du 5 au 7 décembre 95, garde à vue à la brigade des mineurs. Un matin, je devais partir au Vietnam, et puis on tape à ma porte, à 6 heures du matin, c'est les flics qui viennent m'arrêter, et qui font une fouille partout, qui m'emmènent pendant 48 heures... et de garde à vue. Et alors que l'avant-veille, j'avais été à l'UNESCO avec Bernard Kouchner, on avait parlé à plusieurs femmes de président de la République. Enfin, on avait du jour au lendemain, une vie peut basculer. On se retrouve avec les menottes et gardé dans des... Enfin, une vie peut basculer, et ça, faut le savoir. C'est-à-dire que... Il faut savoir dans quelles conditions aussi. Voilà, la garde à vue, c'est quelque chose d'assez terrible. Mais après, ça continue à être terrible aussi. C'est-à-dire d'être accusé à tort. Tous les locaux. Enfin bon, c'est un livre à lire. Donc vous vous retrouvez en garde à vue. Donc du 5 au 7 décembre. Vous êtes mis en examen ensuite le 7 décembre par la juge Nelly Delfos. Oui. Qui a été très courageuse parce qu'elle m'a mis en liberté. Et elle voulait aller voir ce qui se passait là-bas. Elle a voulu aller voir, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle n'a pas pu y aller. On lui a pas donné la permission. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas dans mon dossier, que je ne comprends pas. Il y a des choses très bizarres, et peut-être que je m'imagine aussi quelque chose. C'est peut-être le hasard, mais à chaque fois que j'ai essayé de dire d'où viennent les coups, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est contre moi, alors on s'est moqué de moi en disant vous dites c'est un complot. Moi, je sais pas si c'est un complot ou pas. Ce que je sais, c'est que je suis totalement innocent. Il n'y a pas le début du commencement de vrai dans les accusations qu'on me porte, et que j'ai été condamné. Donc, comment ça s'est passé? Et là, on vous dit, mais bien sûr, on sait très bien que toutes les prisons sont pleines d'innocents. C'est-à-dire, on se moque de vous en vous disant que... Donc voilà, donc cette première juge, Nelly Delfos, décide quand même de vous laisser vous laisser libre. Même de me laisser partir. J'ai fait plusieurs missions humanitaires justement à ce moment-là, au Zaïre, en Lituanie, même pour les enfants des rues, pour créer une action pour les enfants des rues, au Libéria pendant la guerre civile où j'ai failli me faire descendre c'était une guerre civile extrêmement douloureuse et difficile, et donc elle a vraiment, elle m'a permis de pouvoir continuer. Si j'avais pas pu continuer pendant 10 ans mon métier de médecin humanitaire, j'aurais vraiment été très, très... Oui, parce que vous venez de le dire, 10 ans en attendant le procès. 10 ans d'instruction, 3 juges d'instruction, ou 4 ou 5, parce que quelquefois il y en a qui restaient qu'un jour ou 2. Ce que je trouve scandaleux, c'est que les juges, quand ils s'en vont et qu'il y en a un autre qui arrive, il n'y a pas de passation de pouvoir. Donc l'autre, il hérite d'un dossier en papier, souvent de plus de 6000 pages, et il doit y comprendre quelque chose et recommencer. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de passation de pouvoir. C'est incroyable. Bon, en cas de mort, je comprends qu'il n'y ait pas de passation de pouvoir, mais il meurt pas.
Donc ils ne se disent pas, voilà, j'ai tel et tel dossier, voilà ce que je te recommande, faut faire tel... Et comment se fait-il qu'on fait valser les juges comme ça? Ils valsent, je ne sais pas, mais en même temps, la plupart du temps, quand même, nous, par exemple, en médecine, quand moi j'ai un dossier médical et puis qu'un autre médecin arrive, je lui explique en disant tel et tel malade, il a telle et telle chose. Je veux dire, la passation de dossier, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Les juges devraient passer du temps. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au bout de 10 ans, arrivé au moment du procès, on m'a dit, mais vous pouvez prouver que vous êtes médecin? Ils ont eu 10 ans pour pouvoir me demander mon diplôme de médecin, et au moment du tribunal, on me dit, vous êtes un faux médecin? Il a fallu que le lendemain, j'amène mon diplôme. Alors, je veux dire, qu'est-ce que c'est que... Oui, parce qu'entre-temps, après, donc, vous avez, parce qu'il nous reste peu de temps, mais vous avez même été curé de la paroisse du Nord Cluny-Soir, et le 24 juin 2005, vous êtes condamné à 8 ans de réclusion criminelle, incarcération au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Nanterre. Après, vous êtes incarcéré à Fresnes, etc. Mais entre-temps, juste avant votre procès, c'est marrant parce que ça a mis 10 ans à arriver, est paru ce livre-là, L'illusionniste, qui a fait... L'éditeur était mon meilleur ami. Mais vous ne pouvez pas l'accuser, on ne peut pas accuser cet homme-là de... J'aurais dû le faire, mais mes avocats m'ont dit qu'il faut faire attention. Non, on a quelques mois pour pouvoir le faire, mais ce qui était très dur, c'est qu'il a été édité par mon meilleur ami, qui m'avait édité Le désert de l'homme fou, qui est un livre qui avait eu beaucoup de succès, qui avait eu plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires de vendus. Et sans me prévenir, ils me font ce livre-là. Et ça, c'est très très dur. J'avais jamais été trahi dans ma vie. Vous l'avez déjà revu, vous l'avez revu? Jamais. Je crois qu'il vaut mieux pas que je le revoie trop vite, parce que au début, j'ai eu de la haine contre lui, mais je me suis rendu compte que la haine démolisse plus celui qui haït que celui qui est haï. Et donc, ça me fait du mal à moi et pas à lui. Donc, vaut mieux pas que je le voie, mais c'est un homme public, on en parle tout le temps et ça, c'est très très dur d'être trahi. Est-ce qu'il avait des problèmes financiers? Il avait une trésorerie à renflouer? Mais même, je veux dire, même les enfants des rues, il y en a 4 qui m'ont accusé de faits extrêmement graves, mais il y en a d'autres qui ont refusé de m'accuser et qui sont morts. Oui, comme Alioune Sall. Et Aliou Touré. Et ça, ce sont des jeunes qui sont morts pour me défendre. Donc, il y a des enfants des rues qui ont accepté de mourir pour me défendre. Eh bien, je pense qu'un éditeur peut aussi être comme ça. C'est très très dur d'être trahi. Et maintenant, je comprends les gens qui sont trahis. Ça arrive dans la vie et je comprends les gens qui sont trahis. C'est ce qui peut arriver de pire, je crois, d'être trahi. Parce que mes ennemis, ils ont fait leur boulot d'ennemis. C'est un conflit. Spartacus, des gens comme ça, je veux dire, c'est un conflit. Alors on s'apparente, c'est normal. Tandis que être trahi, ça, je l'avais jamais été. Et j'y ai souvent pensé en prison, en me disant, parce que on pouvait quand même me demander mon avis. Et je veux dire, il y a des choses absolument ahurissantes. J'étais pas dans le pays le jour de la principale accusation. C'est quand même quelque chose qu'on aurait pu essayer. Et ils ont refusé les preuves d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire chaque preuve que vous apportiez était refusée systématiquement. Et on sent qu'il y a comme si tout était écrit d'avance, comme si j'étais condamné d'avance. J'ai pas eu l'impression d'avoir été jugé, j'ai pas été jugé sur les faits, j'ai été jugé sur l'émotion. Alors l'émotion, je m'appelle Lefort Desilou, j'habite Neuilly, j'avais une sœur ministre, je suis prêtre, alors c'est l'époque des prêtres pédophiles. Je suis accusé, donc je suis coupable, donc je suis un salaud, donc on n'écoute pas ce que je peux dire. Et c'est comme ça que on fait des erreurs judiciaires. Alors qu'il faudrait juger sur l'émotion, juger sur les faits et dire, attendez, il a fait, est-ce qu'il y a eu telle chose? À quel moment? Qui? Quoi? Enfin, vous voyez, des faits concrets. Et puis quand on examine, et c'est un peu ça dans mon livre, j'ai pas écrit mon livre pour me défendre moi, j'ai écrit mon livre pour que ça n'arrive pas à d'autres. Oui, parce qu'il y a tout un tas de propositions. Je voudrais qu'on parle de faits, vous voyez, et on parle pas au contraire de l'émotion, évidemment. Alors il y a le délit de sale gueule aussi, ça existe. Et la plupart, quand on juge sur l'émotion, c'est jamais bon. Surtout quand ce sont des bons acteurs qui sont bien payés à la fin, parce qu'on se rend compte que quand même, ils ont été royalement payés d'avoir joué. Ils ont quand même. Je sais pas. En fait, j'ai pratiquement aucun souvenir de mon procès, comme si je l'avais occulté, comme si. Mais ce que je ne comprends, c'est une machinerie dans laquelle on sent qu'une fois que c'est lancé, on peut plus s'arrêter. Parce que
si vous êtes arrêté, et bien que on dit que je suis innocent, alors ils sont levés à 6 heures du matin pour rien. Si la juge dit que vous êtes innocent, elle se met mal avec la police, avec qui elle travaillera tous les jours. Si les assises disent que vous êtes innocent, elle désavoue les 10 ans qu'il y a eu avant, etc. Donc à chaque fois, la Cour de cassation sait très bien que je suis innocent. Mais elle ne peut pas me donner mon innocence parce que ça serait reconnaître que toute la justice et même comme vous étiez un pointeur, hein, parce que finalement, faut le lire ce livre. Hein, vous allez en pleurer à certains moments, vous allez en rire. Il y a des moments assez drôles aussi. Il y a eu 2-3 trucs assez drôles quand même. Les braqueurs m'ont soutenu et voilà. Parce qu'ils ont dit c'est pas possible, t'as pas le profil, et donc je n'ai jamais été considéré comme un pointeur. Quand même les premières années. Puis là, à un moment vous êtes retrouvé, vous étiez mis à l'écart. J'ai fait 6 mois d'isolement total. Et c'est-à-dire à un moment, vous vous retrouvez dans une salle où ils sont nombreux, vous voyez un grand mec qui arrive devant vous et pour me casser la gueule, et il dit Père Lefort, ce qui t'arrive c'est dégueulasse, t'es innocent, si un mec te touche, je lui casse la gueule. Et à partir de ce jour-là, même quand je changeais de prison, on savait que j'étais innocent et personne ne m'embêtait. Oui, parce que vous auriez dû, si vous aviez été réellement coupable, vous seriez pas en face de moi en ce moment en train de discuter. Je serais tombé dans l'escalier et il y a beaucoup de morts en prison. Et vous auriez fait 20 ans de prison au lieu d'en faire finalement, vous en avez fait combien? J'en ai fait 4. Et puis ensuite, ils ont, c'est tout à fait différent, quoi. Mais eux, ils savent reconnaître Alors, les pointeurs sont très très mal jugés en prison, mais il faut dire que ce sont souvent quand même des gens pas très sympathiques, parce que quelqu'un qui est capable vraiment de violer une femme dans les bois ou de violer un enfant à l'étranger ou ailleurs, eh bien, il est pas très sympathique à vivre à côté. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça. Alors, si les pointeurs sont souvent mal vus dans les prisons, c'est pas uniquement parce qu'ils ont le titre de pointeur, c'est parce que aussi ils se comportent souvent. Alors, ils mériteraient beaucoup plus d'ailleurs d'être en soins psychiatriques. On va se quitter, là vous repartez pour... Et là, je pars à Cuba et puis les pays où il y a des missions cubaines médicales en Amérique centrale. Et donc, vous reviendrez nous voir au mois de mars, avec plaisir. Alors, essayez d'avoir, pour ceux que ça intéresse, de retrouver François Lefort, essayez de lire son livre avant mars. Ça s'appelle Justice pour l'honneur d'un prêtre et c'est aux éditions Chemin de Traverse. Sinon, il y a une association, c'est Justice... Droit à la justice. Mais sinon, Chemin de Traverse, c'est une maison d'édition aussi bien en ligne, donc on le trouve facilement sur Internet, quoi. Je vais juste dire une chose, c'est que quand il était en prison, vous receviez combien de lettres par jour? Quelquefois 100 par jour. Voilà, donc c'est ce qui vous a fait tenir aussi. Oui. J'ai eu beaucoup d'amis et j'ai la foi, c'est ça qui m'a aidé. Eh ben, je vous remercie, François Lefort. Revenez-nous de Cuba pour une nuit tout entière sur la justice, sur ce qui se passe dans les prisons et tout sur ces histoires d'OMG. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que finalement la seule chose qu'on se rend compte, c'est que vous êtes plus sur place pour vous occuper des enfants?